Quel thérapeute, quel coach, quel praticien ne s'est jamais demandé comment poser de bonnes questions à ses clients? Pourquoi certaines questions marchent plus que d'autres? Comment choisir entre une question possible et une autre? Pour aller rechercher quoi? Dans quelle intention? Qu'est-ce qui fait qu'une question devient plus percutante, plus efficace qu'une autre? Et au final, c'est quoi ce concept de bonne question? J'ai travaillé énormément de temps sur ce sujet-là. J'y ai investi beaucoup de temps, que ce soit en pratique individuelle ou en pratique de couple. Je me suis formé à de nombreux outils, comme la Gestalt, la PNL, l'hypnose conversationnelle, la CNV, l'IFS, la TCE. Et tout ça a déjà donné lieu à l'apparition d'un premier ouvrage, paru aux éditions Interéditions en octobre 2023, sur l'art du questionnement en thérapie et en accompagnement. Et j'ai souhaité aller encore plus loin et créer tout un programme de vidéos spécialement conçu pour vous, professionnels de l'accompagnement. Alors si vous êtes un jeune thérapeute ou un thérapeute plus averti, vous allez y trouver énormément d'informations, des définitions, des exemples, des conseils. Aussi, si vous êtes tout comme moi intéressé par ce thème, l'art subtil de poser de bonnes questions en thérapie et en accompagnement, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne et puis à activer la notification pour être averti des prochaines vidéos. Alors, c'est quoi poser une bonne question en thérapie et en accompagnement? Alors, voici la définition que je vous propose. Une bonne question en thérapie et en accompagnement est une question posée avec conscience, soit pour aller rechercher de l'information, soit pour contribuer au processus thérapeutique du client. On va regarder cette définition plus en détail. Commençons par la notion de conscience. Voyez, en Gestalt et plus largement en psychothérapie, les questions posées par le thérapeute reposent sur ses observations fines et sur ses propres ressentis. Et c'est en partageant ce qu'il entend, voit et ressent qui va permettre à son client de mettre du sens sur son expérience et de trouver peu à peu les ajustements créateurs et les ressources nécessaires à son changement. Et cette capacité à être à l'écoute à la fois de ce qui se passe chez son client et en soi-même demande une grande conscience qui utilise les 3 compétences d'un bon accompagnant. Sa compétence empathique déjà, qui lui permet de ressentir ce qui se passe à la fois chez son client et chez lui, et pouvoir le restituer en temps réel s'il l'estime à propos. Sa compétence réflexive, ensuite, pour appréhender l'expérience du client dans une vision plus large que celle du client, identifier par exemple son niveau de conscience ou son type de discours, je vais y revenir juste après. Et enfin, sa compétence interactive pour poser de bonnes questions et savoir faire des feedbacks pertinents, bien sûr. En matière de compétences, c'est plutôt cette compétence que l'on utilise. Mais vous l'avez compris, elle s'appuie sur les 2 autres. Alors, je viens donc d'évoquer la notion de niveau de conscience. Vous voyez, quand nous rencontrons un client, nous pouvons considérer qu'il a un certain niveau de conscience de lui-même, des autres, du monde. Au plus bas de cette échelle, c'est-à-dire à gauche ici, il est en général dans une posture de victimisation totale face aux événements extérieurs. Il évolue dans sa vie en déclinant toute forme de responsabilité, en accusant les autres d'être responsables de son malheur, par exemple le conjoint, les collègues, les parents, la société, l'univers. Au niveau le plus haut, il a une conscience élargie de ce qu'il est et de sa vie. Face à un événement extérieur, il conscientise et prend la responsabilité de ce qu'il veut vivre. De manière très simplifiée, nous pourrions considérer que la psychothérapie vise à faire monter le niveau de conscience du client pour lui permettre de reprendre du pouvoir sur sa vie et de passer ainsi d'un état de victimisation, 0 au plus bas, à un état de responsabilisation, 10 au plus haut. En matière de questionnement, ce qui est important à retenir à ce sujet, c'est qu'une question posée à un client de faible niveau de conscience doit être différente de celle posée à un client d'un niveau plus élevé.
au risque, sinon, de susciter soit une forme de mécontentement, soit une forme de résistance. Vous voyez, je vais vous donner, pour illustrer ce que je viens de dire, un exemple d'une femme que j'avais rencontrée dans mon cabinet il y a quelques années, qui avait 40 ans et qui se plaignait des hommes qu'elle rencontrait dans sa vie affective. Elle décrivait ces hommes toujours manipulateurs, toujours contrôlants, toujours jaloux, et elle en faisait une généralisation en affirmant le fait que voilà, sa vie est faite de ça, et que tous les hommes qu'elle rencontre sont comme ça. Et elle en était convaincue. Elle se disait, voilà, il n'y a pas de possibilité pour moi d'avoir dans ma vie d'autres hommes de ce type. Puis parce que déjà, tous les hommes qui sont davantage bienveillants, davantage construits d'un point de vue émotionnel, mais eux, ils sont déjà en couple. Donc il ne me reste plus que les derniers, d'une certaine manière. Alors bien sûr, on a été visiter ça, on a été questionner ça, on a été regarder ce qui s'est passé dans son histoire, notamment dans son passé développemental. On a mis des mots par rapport à ça, on a mis du sens sur son expérience. Et pour autant, à un moment donné, en cours de la thérapie, elle vient me rencontrer et elle me dit « Laurent, c'est super, voilà, j'ai rencontré un nouveau conjoint, un nouvel homme, pardon, et c'est super parce qu'il est vraiment très attentionné, il m'appelle souvent, on passe des heures au téléphone, il est vraiment aux petits soins pour moi, c'est vraiment très intense, très fusionnel entre nous, etc. etc., etc. Puis, bien sûr, je questionne davantage, elle commence à me dire, cet homme, oui, la dernière fois, il s'est mis en colère parce que j'avais reçu un coup de téléphone d'un ancien ami de longue date. Et donc, je sentais qu'une fois de plus, elle était avec quelqu'un qui était plutôt dans la vibration de la jalousie. Et donc, je lui ai posé la question, c'est comment pour elle, en début de relation, d'être comme ça, déjà un peu sous pression de la part de cet homme. Qu'est-ce qui fait qu'elle accepte ça, là, maintenant, en début de relation ? Et j'ai failli la perdre à ce moment-là, parce qu'elle n'était pas prête à entendre cette question. Ma question était bien entendu pertinente, mais elle n'était pas à ce moment-là au niveau de conscience suffisant pour accepter cette question-là. C'est ça que je vous indiquais par rapport au fait de bien moduler les questions en fonction du niveau de conscience de la personne. Je reprends mes slides. On pourrait dire aussi qu'une bonne question est déjà une question comprise et acceptée par le client. Par exemple, savoir quand passer d'une attitude empathique à une attitude plus directe, plus percutante. Ou choisir la question la plus appropriée en fonction du langage verbal ou non verbal du client. Ou encore utiliser l'humour pour détendre l'atmosphère sans que le client se sente mal compris. Cette manière d'interagir, vous voyez, demande à la fois du doigté, de l'expérience et de la conscience. Je reviendrai sur cette notion de conscience, mais allons un peu plus loin dans cette définition. J'évoque donc aussi la notion de recherche d'information. Et cette notion est hyper importante, car vous voyez, le client vit dans une réalité que nous ne connaissons pas a priori. Et nous ne la connaissons pas parce qu'elle est avant tout subjective. Et le principe de subjectivité est universel. Nous sommes tous subjectifs. La question est de savoir à quoi nous le sommes et de quelle manière. Est-ce que ma subjectivité est plutôt orientée vers l'intérieur ou plutôt vers l'extérieur ? Suis-je davantage sensible à mes pensées, à mes ressentis ou à ceux des autres ? Une personne qui est sensible à ses pensées verra le monde qui l'entoure à travers le prisme de ses croyances, de ses représentations, de son imagination. A l'inverse, si elle est plus orientée vers l'extérieur, elle verra le monde à partir de représentations des autres et sera, d'une certaine manière, plus influençable. Et selon le cas, on va interagir différemment avec le client en matière de questionnement. Nous savons donc que le client réagit d'une certaine manière parce qu'il existe dans son psychisme une programmation neuro-émotionnelle composée de croyances, de biais cognitifs, de projections et de représentations.
Et c'est le sens qu'il donne à une situation qu'il active plutôt que la situation elle-même. Je vais vous donner une anecdote à ce sujet. Oui, j'ai reçu dans mon cabinet il y a quelque temps une dame qui se plaignait des colères de son mari. Pour moi, le mot colère signifie hausser la voix. J'avais un père qui était plutôt calme. Et il suffisait qu'il hausse la voix pour que je le considère en colère. Mais cette femme avait une histoire différente. Elle avait eu un père plutôt colérique. Et elle avait déjà banalisé, en tant qu'enfant, une certaine dose de colère, une certaine forme de colère. Et quand elle parlait de colère, pour elle, c'était un niveau beaucoup plus haut. Un niveau où elle pouvait entendre des mots virulents, voire des mots humiliants. Et si je n'avais pas simplement questionné ça, si je ne lui avais pas demandé, qu'est-ce que vous entendez par colère, comment ça se passe plus précisément, je n'aurais pas pu la rejoindre là. Parce qu'on aurait été en déphasage. Parce que effectivement, quand son mari se mettait en colère, il était très virulent vis-à-vis d'elle. Il allait jusqu'à l'insulter. Vous voyez, donc il s'agit pour le thérapeute de bien questionner cette réalité subjective en évitant autant que possible de faire des projections et des interprétations issues de sa propre histoire. Et en demeurant attentif au déroulement de l'histoire du client, en interagissant avec lui pour discerner ce qui relève a priori des faits et ce qui appartient plutôt aux interprétations. Nous verrons tout cela dans une prochaine vidéo à travers la notion de question de clarification. Alors voici une petite astuce pour amener le principe de subjectivité en séance. Je vous l'ai écrit ici, vous pouvez bien entendu l'adapter à votre propre sensibilité. Comme vous le savez, les mots peuvent avoir des significations différentes selon les personnes, leur histoire. Pourriez-vous me dire précisément c'est quoi pour vous la colère par exemple? Alors pour ceux qui font de l'hypnose conversationnelle, vous ne manquerez pas l'énorme suggestion en début de partie de la phrase. Pour terminer avec cette définition, parlons du dernier item, où il est dit que les questions du thérapeute doivent contribuer au processus thérapeutique. La palisse n'aurait pas dit mieux, n'est-ce pas? Et pourtant, trop souvent en thérapie, les discussions ont tendance à dériver, à se perdre dans des considérations proches des discussions entre amis, ou pire, des discussions de comptoir, discussions où on affirme, où l'on donne des conseils, où l'on émet des jugements. Bref, en thérapie et en accompagnement, on se situe à un autre endroit, dans l'idée de permettre au client de se confronter à lui-même, de cheminer intérieurement, de faire monter son niveau de conscience afin qu'il puisse lui-même trouver des ajustements créateurs face aux problèmes qu'il rencontre. Car, et là c'est très important ce que je vais souligner, car nous avons l'intime conviction que le client a toutes les ressources en lui pour trouver ses propres solutions. Et pour le thérapeute, et moi le premier, c'est parfois une véritable lutte intérieure de pouvoir rester au niveau du questionnement. Il est plus facile et rapide de donner un avis à un client qui le sollicite que de le ramener délicatement à une introspection intérieure. Alors bien entendu, le thérapeute peut faire des propositions, suggérer des changements, mais il le fait sans toutefois les imposer. Ce n'est ni un mentor, ni un gourou. L'objectif est donc de créer les conditions propices à le faire cheminer intérieurement, en exerçant le moins possible toute forme d'influence. Mais nous ne l'aurons pas. Cette intention est à moduler par le fait même qu'une question, quelle qu'elle soit, porte déjà en son principe un degré d'influence ou d'orientation des pensées. Toute réponse est un contenu qui peut s'enrichir, se questionner davantage. Et c'est le jeu de questions-réponses construit au fil de la séance, de la thérapie, qui constitue un processus permettant des prises de conscience et l'émergence de nouvelles manières d'être ou de faire pour le client. Voilà, je vous ai partagé cette première définition et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées, c'est hyper important pour moi. Et bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne et activer la notification pour être au courant des prochaines vidéos qui auront lieu. Et sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème « Comment bien structurer ces questions ».
On parlera de questions ouvertes, de questions fermées, de clean langage, de métamodèles. Ça va être hyper riche, hyper intéressant. Mais en attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne pratique. À très bientôt.